Les sports de montagne, ça ne s'improvise pas. Pour pratiquer l'alpinisme, l'escalade ou le ski de randonnée en toute sécurité, il est primordial de se former sérieusement, encadré par des professionnels. Avec l'école de la montagne, vous avez accès à des formations complètes alliant théorie et pratique pour se perfectionner sur le long terme. Les cours sont dispensés par des guides de haute montagne et vous êtes suivi individuellement sur toute une année pour développer concrètement votre autonomie sur le terrain. Cliquez sur le lien en description pour en savoir plus. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format interview. Je reçois Léo Rousse. Il est étudiant et il se destine au métier de guide de haute montagne. Il est actuellement dans sa phase de liste de courses, c'est-à-dire qu'il doit faire un certain nombre de sorties en montagne pour pouvoir prétendre au probatoire du guide de haute montagne. Il a une petite particularité, c'est qu'il est originaire de La Rochelle, comme moi. Donc je voulais discuter avec lui pour comprendre son quotidien, mais aussi comprendre ce qui attire les gens de l'océan à venir en montagne. Je vous laisse avec l'interview et on se retrouve en fin de vidéo. Bonjour Léo. Bonjour. Du coup, aujourd'hui, on reçoit Léo, qui est comme moi originaire de La Rochelle et qui se destine à devenir guide de haute montagne. Il est dans sa liste de courses. Et je voulais faire cette vidéo un peu déjà pour comprendre ce que c'est le processus pour devenir guide de haute montagne, qu'est-ce que c'est la liste de courses, comment on devient aspirant guide. Et puis parler aussi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la montagne en venant d'une contrée plate et maritime. Moi, je viens de La Rochelle aussi, je suis passionné de l'histoire de l'alpinisme. Souvent, les gens me demandent pourquoi tu te passionnes de la montagne alors que tu viens de la mer. C'est un peu la même question pour toi, surtout que toi, en plus, tu as fait de la voile en compétition aussi. Donc, on va parler de ça. Déjà, comment tu vas et quelles sont un peu tes dernières actus en termes de montagne? Super bien, écoute, merci de me recevoir, de me donner cette opportunité. Et puis là, récemment mes dernières actus, hier, petite face nord de la Tour Ronde, bien sympa. Un peu chantier, puis une bonne saison de ski qui s'est bien passée, avec beaucoup d'apprentissage pour moi, puisque c'est quand même un truc quand tu viens de La Rochelle qui n'est pas forcément inné. Donc voilà, les actus montagne, ça se passe bien. Et alors du coup, comment t'es venu à vouloir faire guide de haute montagne, à vouloir faire de l'alpinisme en venant de La Rochelle et en faisant de la voile? En fait, ton sport, c'était la voile à la base. Ouais, complètement. Mon sport, c'était la voile. J'ai commencé, j'avais 4 ans, on m'a mis sur un bateau, j'ai jamais arrêté. Et en fait, en parallèle, mes parents m'ont emmené en montagne, beaucoup ma mère surtout, tous les étés en fait. Pas très loin d'ici, donc après revenir à Vanoise, Ok. voilà. Ouais, Et une grande terre d'alpinisme en plus. voilà, grande terre d'alpinisme. Et depuis que j'ai 5 ans, je suis à Pralot tous les étés. Et je vois la Grande Casse, quoi, tu vois. Donc derrière, ça fait quand même quelque chose. Et puis, j'ai toujours été hyper curieux, toujours envie de découvrir des choses. Donc assez naturellement, on avait des potes qui étaient au CAF et tout ça, qu'on croisait souvent après l'Oignon et tout ça. Et hyper naturellement, un jour, j'ai dit à ma mère, bah écoute, j'aimerais bien essayer l'Alpi, voilà. Et donc, bureau de guide, première petite course d'initiation, j'avais 10 ans, et je rencontre un super guide qui s'appelle Jean-Yves Roche, qui est bien connu dans le coin, et puis ça me match super bien, quoi. Et derrière, en fait, tous les ans, on faisait une course ensemble et tout ça. Et quand j'ai arrêté la voile en compétition, s'est posé la question un peu de qu'est-ce que je fais maintenant. C'était aussi le moment où je passais mon bac. Voilà. Et je me suis dit, en fait, moi j'ai vraiment envie de continuer à faire du sport tous les jours et à être dehors et tout ça. Je ne me voyais pas du tout travailler dans un bureau. Et donc je me suis dit, en fait, partir à Chambé, devenir guide de haute montagne et tout ça, ça me tente bien. Surtout que ça avait été déjà à un moment donné une hypothèse quand j'étais en quatrième pour entrer peut-être au lycée à Moutier, en qualif. Ouais. Ce qui au final s'était pas fait puisque c'est le moment où j'ai eu mon bateau pour commencer à vraiment faire de la compète. Quand j'ai eu cette idée-là, j'ai fait ok, on y va, c'est parti. Je suis venu à l'université Savoie-Mont-Blanc, ils m'ont dit ok, pas de souci, on vous prend. Et puis voilà, depuis. Et tu es dans un parcours aménagé à l'université pour pouvoir dégager du temps pour. Alors non, il n'y a pas de parcours aménagé. En fait, la difficulté quand tu prépares la liste du probatoire, donc l'examen d'entrée pour l'école de ski et d'alpinisme, donc à Chamonix, donc l'ENSA, la difficulté c'est que tu n'es pas sur une liste ministérielle. Tu n'es pas considéré comme un sportif de haut niveau, bien que tu t'entraînes énormément, que tu as des obligations quelque part de sportif de haut niveau. Que j'ai connu en faisant de la voile, et au final je retrouve un peu le même schéma. Donc tu n'es pas dans un parcours aménagé. Alors quand même il faut préciser, là pour l'année prochaine ça va être le cas, mais c'est vraiment une demande qu'on a fait avec mon binôme puisqu'on est dans les mêmes études, on est dans le même cursus,
Et du coup, on a expliqué notre projet à la fac. Et on a dit, voilà, on aimerait dégager justement du temps pour être en montagne et tout ça. Et eux nous ont dit, ok. Donc là, pour la 3e année de licence, bah, en fait, on va le faire en 2 ans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire quand même qu'on va avoir beaucoup de journées pour s'entraîner, pour être en montagne à côté. Du coup, je trouvais intéressant aussi d'avoir quelqu'un qui n'est pas encore aspirant geek, qui est dans ta liste de courses, parce que je vois pas mal de gens, même des jeunes depuis l'ascension d'Inoxtag de l'Everest, beaucoup de jeunes qui veulent faire guide haute montagne, mais avec peut-être une perception un peu idéalisée, en mode comme si l'ENSA c'était justement comme une école de commerce à laquelle tu rentres, tu t'inscris en septembre et après tu fais des cours. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour rentrer déjà à l'ENSA, il faut déjà avoir une grosse carrière d'alpiniste derrière soi. Donc, est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu le parcours? Toi, tu es dans ta liste de courses qui est un peu le prérequis pour rentrer à l'ENSA du coup. Ouais, alors ouais, effectivement, l'ENSA, c'est pas du tout une école de commerce. Hein. Tu rentres pas en payant ton billet et tu as ton diplôme. Donc, donc, pour rentrer à l'ENSA, tu as un examen qui s'appelle le probatoire. Et pour être éligible à cet examen, il faut avoir complété une liste donc actuellement de 55 courses qui se basent sur des critères de difficulté, de dénivelé, etc. qui sont précisés hein, dans le document. Il faut compléter donc, cette liste de courses sur une durée minimale de 3 ans. Donc mettons que tu commences en juin 2025, tu ne peux pas te présenter au proba avant juin 2028. Voilà. Donc là, c'est déjà 3 ans d'engagement. C'est des courses qui sont d'une difficulté quand même assez soutenue. Il faut aller chercher quand même des beaux sommets, des belles voies. Du coup, en escalade, par exemple, c'est quoi le niveau un peu minimal? Parce que les gens peuvent peut-être plus se situer par rapport à des cotations d'alpinisme. En escalade pure, c'est quoi à peu près le... Ouais, je pense que pour être à l'aise, ce qui est pas mal vraiment, c'est 7A, 7B. Tu commences à vraiment pouvoir envoyer plus en montagne. Ouais. Donc en gardant une marge. Hein. C'est-à-dire que si tu grimpes du 7A, 7B... En montagne, tu vas aller plus faire du 6A, ouais, 6B, voilà, etc. tu vas pas aller te mettre dans des trucs en 7A, 7B montagne. Ouais. Clairement, c'est hyper... Il y a une différence entre la cotation falaise, site sportif et la cotation montagne. Parce que tu dois aussi poser tes protections toi-même. Voilà, il y a une question d'engagement. Voilà, surtout sur les courses guides, généralement, on essaye d'avoir des itinéraires où il n'y a pas trop d'équipement en place, où on va chercher justement des trucs un peu sauvages. Mais voilà, 7A, 7B, ouais, donc il faut déjà grimper assez fort. Il faut déjà bien grimper, ouais. Voilà. Et donc, une fois que tu as fait cette liste de courses, tu as donc cet examen du probatoire qui est un peu tant redouté. Hein, voilà, pour la stade, c'est à peu près pour 200 qui se présentent au probat, tu en as 30-40 qui l'ont. Donc, ça élimine quand même beaucoup. Et cet examen du probatoire, donc tu as un oral sur cette liste de courses. Où justement, l'idée, c'est de vérifier que tu as bien fait toutes tes courses. Tu as une épreuve de course d'orientation, tu as une épreuve de ski qui est hyper redoutée, qui élimine beaucoup. Tu as des épreuves d'escalade. Donc voilà, c'est quand même un examen qui est dur, où il faut être bien préparé, il faut être physiquement hyper en forme. Et après, une fois que tu as cet examen du probatoire, tu as les stages de guide à l'ENSA, et là tu es vraiment aspirant guide. Trop bien. Et ouais, donc déjà, il faut comprendre qu'avant de pouvoir présenter le probatoire, il faut que tu aies fait toute cette liste de courses, donc 55 courses, qui sont quand même dans des niveaux assez difficiles, donc, et tu as 3 ans minimum. Donc effectivement, quand on veut se destiner à être guide de haute montagne, c'est pas un truc sur un coup de tête, on se dit dans un an, je rentre en formation et dans un an, je guide en montagne. Déjà, tu as 3 ans minimum à faire de l'alpinisme sur ton temps libre, en fait. Ouais. Soit en dehors de tes études ou de ton travail, parce qu'il y a des gens qui le font un peu plus vieux. Et après, tu présentes le proba, où là, c'est élimine. Et après, effectivement, tu rentres vraiment à l'ENSA pour 2 ans de formation. Quoi. Ouais, bien sûr, tu n'es pas du tout certain d'avoir ton proba. Tu as 3 ans. Donc, si tu pars de zéro, vraiment, ouais, c'est quasiment une dizaine d'années d'investissement. Alors, bien sûr, hein, si tu as la chance d'avoir un travail ou des études qui te laissent énormément de temps, c'est peut-être un peu moins. Mais voilà, si tu n'as jamais grimpé skié de ta vie et que tu te dis je veux faire mon proba, bah déjà avant d'attaquer ta liste, il va falloir que tu aies un certain niveau. Donc ce niveau, il va falloir aller le chercher et ça prend du temps. Hein. Voilà, tu peux pas forcer ton corps à prendre du 7A, 7B en 10 minutes, ça ne fonctionne pas. Donc ouais, c'est un investissement, c'est aussi un investissement financier. Faut bien se rendre compte. Hein, là, un proba, que ce soit au niveau du matériel, au niveau des déplacements et tout ça, c'est plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros. Hein. Ne serait-ce que pour le matériel, si tu veux vraiment être bien, t'es quasiment, ouais, tu peux t'en sortir pour 7-8 000 euros. Et donc à chaque fois, tu as un déplacement, les refuges et tout ça, ça coûte centaines d'euros. Donc ça va très très vite. Donc voilà, c'est à la fois un investissement de temps, un investissement financier. Et puis c'est aussi, je dirais, un investissement moral, dans le sens où
aller faire le proba, aller faire ta liste de course, c'est pas quelque chose d'anodin. Tu vas quand même t'engager dans des voies où tu sais que tu n'as pas forcément le droit de chuter. Tu sais que si tu fais une erreur, l'erreur peut vraiment te coûter la vie et que tu peux pas forcément te permettre de faire des erreurs, surtout que en fait tu es encordé souvent, hein, tu fais pas ça tout seul. Il faut bien prendre ça en compte, aller faire de la liste de courses. Puis justement, tu n'es pas encore rentré en formation, donc peut-être les techniques que tu peux apprendre à l'ENSA, il faut déjà avoir fait tes courses. Donc en fait, il faut déjà être un alpiniste expérimenté autonome avant de pouvoir accéder à l'enseignement de l'ENSA, qui vraiment va te former au métier de guide. Donc il y a vraiment un apprentissage aussi autonome et un peu autodidacte, même si tu peux apprendre au contact d'autres guides et tout. Alors ouais, voilà, moi ce que je conseillerais, c'est vraiment de prendre le temps, si on a vraiment un projet comme ça. Moi ce que j'ai fait, pour le coup, j'ai eu cette chance-là, c'était qu'à partir du moment où j'avais vraiment ce projet de guide, mon pote guide, lui, quand on allait faire des courses, il me montrait vraiment ce qu'il faisait, il m'apprenait vraiment à faire. Ce qui fait que par contre au niveau effectivement de l'autonomie en montagne, ça s'apprend, ça s'improvise pas. Ça s'apprend, ça s'improvise pas, et le fait de se former avec un guide déjà à la base, ça t'évite quand même un paquet d'erreurs. Et en montagne, des erreurs, ça peut vite mal tourner. Et puis trouver un binôme qui aussi accepte de te suivre là-dedans. Parce que pareil, l'alpinisme, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent j'aimerais bien être autonome pour aller faire l'alpinisme tout seul. Et je dis l'alpinisme, non, c'est un sport qui se pratique à deux minimum. Bien sûr. Parce qu'il faut toujours quelqu'un pour assurer, hein, c'est la base de la cordée. Et les gens qui font de l'alpinisme solitaire en solo, on est déjà dans des sphères, souvent des alpinistes professionnels, ou avec un très très gros niveau technique, pour soit assurer soi-même sa sécurité en solo auto-assuré, soit faire du free solo, mais là on est dans une autre philosophie. Là, on est dans un autre cadre, voilà. Et il n'y a qu'une petite une poignée de personnes en France, dans le monde qui peuvent se le permettre de faire des grandes voies en free solo. Donc l'alpinisme, ça s'apprend et ça se pratique toujours à deux. Ça se pratique toujours à deux, Et pour reparler du ski, parce que pareil, beaucoup de gens qui me disent « Ah putain, pour être guide de haute montagne, il faut savoir bien skier ». Effectivement, l'examen de ski au probatoire, il est hyper difficile. Y a vraiment besoin d'un gros niveau en ski et montagne, hein, pas juste de faire des beaux virages sur piste comme un moniteur, mais de vraiment skier toute neige, dans du raid, etc. Des conditions de neige pas faciles qu'on peut retrouver en montagne. Et toi, la particularité, c'est que du coup, par rapport à peut-être pas mal de Français ou des gens comme nous qui viennent de La Rochelle, moi c'est vrai que de tous les hivers avec mes parents, j'allais dans les Alpes pour skier. Toi, t'allais l'été, donc du coup, t'as jamais trop skié dans ton enfance. Et donc là, tu pars de zéro par contre pour le ski, donc tu avais déjà un bon niveau d'escalade, d'alpinisme, de randonnée. Par contre, le ski, là, tu commences de zéro en vue du proba, quoi. Ouais, complètement. C'est vrai que cet hiver, du coup, premier virage, j'ai la chance effectivement d'avoir le frère de ma copine qui est moniteur de ski. Donc ça m'a vachement bien aidé, et il faut dire que c'est quand même un super bonus, c'est clair. Et cet hiver, on est parti. Pareil, c'est dur d'apprendre tout seul. C'est super dur d'apprendre tout seul, c'est super dur de se rendre compte que tu fais mal. Et quand tu as quelqu'un qui te dit corrige ça, en fait ça va super vite. C'est pas du tout impossible. La preuve. Et donc là, ce que tu me disais, la progression, c'est quoi? Des premiers virages, au bout de 2 semaines, 3 semaines, tu faisais quoi? Non, premier virage, et au bout de 3 mois, au bout de 3 mois, j'envoie des pentes à 50 degrés. Quoi. Donc ça se passe bien. Ça s'est vraiment bien passé. Et dur piste, un peu style toute neige. Là, il reste vraiment maintenant plus la poudreuse, la pente raide, à vraiment travailler. Parce que tu vois, pour faire un petit aparté historique, parce que moi je suis quand même passionné d'histoire, là je prépare une conférence sur l'histoire du ski. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le métier de moniteur de ski a été très vite pris par des guides de haute montagne. Parce que avant, les guides de haute montagne, ils travaillaient que l'été, mais l'hiver, en plus souvent c'est des paysans qui avaient abandonné leur métier de paysan pour faire guide de haute montagne au début du siècle dernier. Et par contre, l'hiver, il n'y avait ni d'activité à la ferme, ni de choses à faire. Et donc, quand le ski alpin s'est un peu démocratisé, commence à arriver dans les années 30 et les années 40, les guides sont vraiment jetés dessus en disant tiens voilà, on se dédie vraiment à la pratique de la montagne, été comme hiver, et le ski est devenu une manière de se rémunérer en fait quand on ne pouvait pas faire l'activité de guide qui était traditionnellement une activité plutôt estivale. Et donc à l'origine, vraiment les professeurs de ski étaient souvent guides de haute montagne et c'était leur activité hivernale. Et d'ailleurs les premières grandes réalisations de ski de montagne, ça a été fait par des guides, notamment Lionel Terré, même Armand Charlet, Camille Devoissou dans les années 30, Louis Lachenal aussi. Et c'est eux qui ont fait avancer aussi le ski de montagne, parce qu'ils avaient cette connaissance là des glaciers et de la montagne.
Bah, c'est sûr, aujourd'hui, bon, alors aujourd'hui, maintenant, le métier de guide a quand même un peu évolué, hein. Bien sûr. Mais aujourd'hui, le métier de guide, le ski, ça fait partie du métier Voilà, de guide. le ski fait complètement partie du métier de guide. C'est C'est l'époque, ils étaient guides et après moniteurs. Voilà. Après, ils enseignaient le ski voilà, dans la station à Chamonix, classiquement. Mais là, aujourd'hui, il y a des guides, ils fonctionnent d'ailleurs, j'en connais là, dans le coin ici en Tarentaise, vu que c'est quand même un peu le paradis du ski. Il y a beaucoup de guides qui n'ont quasiment qu'une pratique hivernale, qui sont guides de haute montagne, mais qui basent leur clientèle sur du ski beaucoup. Tu peux carrément. Voilà, dans le long de la dépose en hélico en Italie, t'assurer de trouver des coins de poudreuse vierges. Ouais, bien sûr. Donc tu as aussi cette variante-là du métier où ils se disent, bon, l'escalade, ça m'intéresse moyennement, moins, et je préfère faire du ski et avoir une autre clientèle. Mais toi, j'imagine que ça sera quand même plus la grimpe. Ouais, moi, ce sera les deux. Ouais. Hein. J'adore le ski. Je m'éclate vraiment l'hiver aussi. Oui, c'est ça. Tu vois pas ça comme un peu une contrainte, un truc à passer pour faire le non, proba. moi, je vois pas du tout ça comme une contrainte. Tu kiffes la glisse quand même. De toute façon, si quand tu prépares ton proba, il y a une activité que tu vois comme une contrainte, c'est quand même que derrière, c'est peut-être pas le bon choix. Je pense que vraiment, en fait, l'intérêt du proba et l'idée du guide, c'est pas d'être le meilleur grimpeur du monde, c'est pas d'être le meilleur skieur du monde. C'est d'être bon en haute montagne, c'est d'être bon un petit peu partout, et surtout aussi d'avoir une pédagogie avec ton client. Quand tu emmènes des clients, l'idée c'est pas juste de les tirer et de les emmener au sommet. L'idée c'est aussi qu'ils apprennent quelque chose. C'est assez évident pour moi en tout cas. Après, c'est pas toujours le cas. Toi, tu as cette philosophie, mais c'est pas... Et aussi, alors par contre, voilà, un des trucs primordiaux d'un guide, le guide il n'en a rien à foutre que tu passes le meilleur moment de ta vie et que tu vois les plus beaux paysages. Vraiment, le concept du guide, c'est t'emmener en sécurité et te ramener en sécurité. Voilà. On n'est pas sur une formation par exemple d'accompagnateur en montagne, où tu vas peut-être plus axer sur la découverte des choses, tu vois, ou la beauté de la rando et tout ça. Le guide, lui, est vraiment là pour assurer ta sécurité et le plaisir, on va dire, c'est après. C'est vraiment quelque chose qui est secondaire. Le but, voilà, c'est emmener le client et le ramener. Et puis aussi pour passer en tête quand le client n'a pas le niveau requis dans certains itinéraires aussi, quoi. Ouais, alors de manière générale, de toute façon, le guide est toujours en tête. Oui. Non, mais je veux dire, quelqu'un qui pourrait être autonome dans des courses à son niveau, il faut quand même prendre un guide. Le fait que tu es toujours autonome en montagne par rapport à un niveau technique. Donc quelqu'un qui va être autonome, je sais pas, dans une grande voie en 6A, s'il va après faire une grande voie montagne avec une longueur en 7A, il va peut-être, alors qu'il fait de la montagne en autonomie, là il va peut-être aller prendre un guide sur une course qu'il a envie de faire mais qui est d'un niveau trop élevé pour lui. Bien sûr. Bien sûr, ça peut se faire complètement comme ça. On voit maintenant pas mal de montagnards qui viennent à la mer. Je pense à Aurélien Ducrot qui est double champion de ski en freeride, qui est maintenant skipper en classe 40. Champion du monde de classe 40. Et tu as aussi un peu l'inverse. Tu as Maxime Sorel, skipper du Vendée Globe, qui a gravi l'Everest. Donc il y a beaucoup de connexions entre la mer et la montagne. Moi ça me parle parce que du coup je connais bien les deux mondes du bateau et de la montagne, mais toi du coup pareil. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que les passerelles sont un peu naturelles entre la voile et la montagne? Ouais, je pense que ça se fait assez bien, passer de la mer à la montagne et inversement. C'est quand même deux milieux où tu as une forme d'engagement. Tu vois, même si elle n'est pas pareille, quand tu pars en mer et que tu pars en montagne, c'est un petit peu pareil dans le sens où tu es un peu déconnecté du milieu, on va dire, citadin. Enfin voilà, tu es un peu à l'écart du monde. Et je pense que c'est une sensation que tu trouves que dans ces deux endroits. Tu vois, être en haute montagne ou être en mer. Et tu sais que si tu as un pépin, en fait, tu peux d'abord compter que sur toi. Évidemment, il y a les secours, etc. Mais ton premier réflexe, c'est de compter sur toi. Et puis, je pense qu'il y a un truc vachement, enfin, moi qui me touche, tu vois, voilà. C'est le fait que dans les deux, tu utilises des cordes ou des boots pour les marins. Mais tu vois, voilà, c'est un élément qui est hyper important dans les deux sports. La manip de corde. La manip de corde, quoi, tu vois. Et c'est hyper important dans les deux sports. Si t'as pas ça, tu fais rien. Et ouais, c'est un élément que tu retrouves vachement. J'avais jamais pensé à ça. Et du coup, en fait, quand tu viens de la voile et que tu es en montagne, en fait, déjà, les nœuds, tu vois, tu sais les faire facilement. Et inversement. Et quand je galère sur un nœud,
Là, je me dis, putain, les années de bateau que j'ai fait avec ma famille et tout, je suis vraiment un as depuis le souvenir du nœud de chaise. Ouais, bah voilà. Et ouais, tu vois, bah, typiquement, le nœud de chaise, moi, j'ai jamais eu à l'apprendre, je l'ai appris à 4 ans, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Et en fait, c'est des éléments que tu retrouves. Et du coup, si tu es familier avec ça, bah, en fait, tu retrouves un élément qui est familier, tu vois. Et je pense que ça permet vraiment de faire une connexion plus facilement entre ces deux milieux. Ouais. Et je pense que là, on a vu pas mal de montagnards qui vont faire du bateau. Mais là, je pense que toi, tu peux incarner aussi des gens qui viennent de la voile et qui vont en montagne, qui font un peu le chemin inverse. Parce que bah, voilà, Aurélien Ducrot, il est souvent cité. Mais il y a Charles Duboulot aussi qui a été parrain d'un bateau sur le Vendée Globe. Charles, ouais. Et Charles, je pense qu'il a été aussi assez marqué par cette découverte de ce sport, de la voile et tout. Et il y a des connexions assez fortes. Et dont on ne se dit pas forcément, ouais, quand tu viens de... Franchement, La Rochelle, c'est plat, quoi. Il n'y a même pas une petite falaise. Non, il n'y a rien. Au niveau verticalité. Mais du coup, moi, quand les gens me disent pourquoi tu es passionné de la montagne, je leur dis, là où moi je suis tombé un peu fasciné de l'histoire de l'alpinisme, là où j'ai commencé à m'intéresser, c'est quand j'ai fait la Vallée Blanche à ski, il y a 15 ans peut-être, avec mes parents. Et le guide, pendant qu'on faisait la Vallée Blanche, il me montrait, et à un moment, il m'a montré les drues, il m'a expliqué le pilier Bonatti, et qu'il était resté 3 jours dans la paroi. Et moi, je vois un truc comme ça. Et on me dit que le mec est resté 3 jours. Mais je me dis, ouais, comment il a dormi? Il me dit, suspendu à la paroi dans son sac de couchage, normal. Et en fait, moi, qui allais faire du ski, mais moi, mon environnement familier, c'était d'aller faire du bateau et la mer, tu vois. Et en fait, je pense qu'on est fasciné par l'exotisme. Et moi, si je me plonge dans des bouquins d'alpinisme et tout, c'est parce que je suis fasciné par quelque chose qui me semble pas naturel parce que j'ai pas grandi dedans. Ouais. Finalement, quelqu'un, ça n'empêche pas, il y a des gens des vallées qui sont très intéressés et qui sont fascinés aussi par l'alpinisme, son histoire, etc. Mais c'est vrai que si tu es né au pied d'une montagne, bah, c'est un environnement naturel pour toi. Et peut-être tu vas être fasciné par faire du bateau qui pour nous est plus naturel. Est-ce que tu penses que ça c'est un truc qui a joué aussi pour toi, d'être fasciné par quelque chose qui te semble exotique parce que bah, on vient d'une région où il y a pas de montagne, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, ouais, visuellement, c'est vrai que à La Rochelle, tu as l'horizon tout le temps. Et ici tu as des montagnes. Donc c'est sûr que ça fait un changement et tu as envie de découvrir un peu plus ce changement, je pense. Après, ouais, moi, quelque part, c'est quand même naturel. Ouais, la montagne, j'ai commencé à 3 ans. Oui, dans les Pyrénées, puis après je suis venu ici. Tu venais régulièrement quand même, ouais. Et au final, je me sens à moitié de là-bas, à moitié d'ici, quoi. Ouais. Tu vois, donc j'ai plein de potes ici, d'enfance, enfin voilà, et que je retrouvais tous les étés. Voilà, et il y a un truc aussi, je pense que moi, je pratique pas l'alpinisme, je fais un peu d'escalade, je fais pas mal de ski, mais l'alpinisme, vraiment, je pratique pas. Et je pense que ça me permet de garder aussi une fraîcheur, une fascination. Parce que quand tu pratiques un sport, tu le démystifies un petit peu. Ouais, complètement. Tu vois, je pourrais faire l'histoire de la voile, l'histoire des sports nautiques, mais j'en fais. Et, tu vois, du surf, j'en fais. Et je suis très impressionné par des mecs qui font des trucs, qui surfent des vagues monstrueuses que jamais je surferais. Mais ça me fascine moins, je saurais pas t'expliquer pourquoi. Ça me fascine moins que des mecs qui vont faire de l'alpinisme. Ouais, bah, tu vois ce que je veux dire ? C'est sûr que faire un sport et le pratiquer et progresser dans le sport, tu le démystifies complètement. Après, enfin, tu vois, moi je suis qu'au tout début du truc. Et aujourd'hui, quand je regarde les drues ou que je regarde la face nord de l'Aiguille Verte, c'est toujours mythique, quoi, tu vois. Bien sûr. Et hier, je suis arrivé au pied de la face nord de la Tour Ronde et j'étais putain, c'est stylé, quoi. Ouais. Donc voilà, j'étais pas à me dire je vais être conquérant de la face, quoi. Ouais, je me disais, voilà, la face, il y a moyen qu'elle me mange. Donc voilà. Ça reste quand même quelque chose, un rapport de force aussi quelque part. Quand tu fais de l'alpinisme ou de la voile, c'est aussi un rapprochement à faire. Tu es dans un élément naturel, tu n'as pas le contrôle. Tu vois, quand tu pars en mer et tout, tu sais jamais, il peut toujours se passer un truc, quoi. Et d'où la notion d'autonomie. Moi, je trouve que c'est important parce que le truc, c'est que les sports outdoor, que ce soit la voile, le surf, l'alpinisme, tout le matériel qui avant, tu devais aller dans des magasins spécialisés, tu devais un petit connaître et tout. Aujourd'hui, le matos est devenu hyper accessible. Et quand tu vas acheter ton matos d'alpi chez Decathlon, chez Intersport, etc., moi je pense qu'il y a des gens qui prennent ça comme s'ils allaient acheter un ballon de foot pour aller faire un foot. Sauf que les sports de nature ont cette notion d'autonomie que les autres sports n'ont pas. Et qu'est-ce que tu en penses ? On voit beaucoup d'histoires avec des mecs pas expérimentés qui se balancent dans des courses parce qu'ils ont vu Kylian Jornet faire le Mont Blanc en basket. Du coup, ils s'achètent un baudrier, un bout de corde et puis ils vont faire pareil. Est-ce que tu penses qu'il faut replacer aussi cette notion de dire attends, les sports de nature, il y a un côté autonomie.
c'est indépendant de ton niveau technique, tu peux être bon ou pas bon. Mais même si tu n'es pas bon, il faut déjà que tu sois autonome et que tu saches quoi faire quand ça merde, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, pour le coup, en alpiste, tu n'as jamais pratiqué, tu prends un guide, quoi. Alors vraiment, c'est un truc par exemple, tu vas au CAF. Ouais. Par exemple, ce qui est top, c'est le CAF. Des fois, ça te permet, c'est quand même moins cher qu'un guide, il faut aussi dire ce qu'il y a, un guide, souvent c'est assez cher. Ça te permet de découvrir la montagne avec des gens qui, eux, ont été formés pour initier les gens. Et donc d'être quand même dans un environnement un peu plus sécurisé. Et puis voilà, au niveau du matériel, pareil, choisir le bon matériel, bien adapté, prendre le temps de se renseigner, poser la question à des personnes qui savent ce que c'est, qui savent comment tu vas l'utiliser. Voilà, si tu as des crampons en alu et que tu te retrouves dans une cascade de glace, ça risque de te faire bizarre. Donc ouais, à un moment donné, il faut bien faire attention au matériel qu'on prend, savoir bien faire son sac, réfléchir à tout ce qui peut se passer potentiellement. Quand tu pars en montagne, souvent tu as trop de matos par rapport à ce que tu utilises. Ouais, sauf qu'en fait, ce matos que tu as en trop, si jamais tu as un pépin, bah, tu es bien content de l'avoir. Complètement. Attends, je voulais finir sur un truc. Est-ce que toi, du coup, il y a des guides un peu qui t'ont marqué ou des styles, des alpinistes un peu avec un style qui te plaise davantage? Est-ce que tu as des mecs que tu idoles un peu par rapport à ce qu'ils ont fait ou leur façon d'apprendre à la montagne? Ouais, bah un qui m'a vraiment, je pense, mis vraiment la graine dans la montagne, Ouais. tu vois, le germe, c'était au Festival Fine Aventure, c'était à La Rochelle, c'était Lionel Daudet, Ouais, pour le coup. on en Ouais, parlait tout à l'heure. on en parlait tout à l'heure, effectivement, Lionel Daudet, moi j'ai vu ses films. Et Lionel qui vient aussi d'un plat pays, Ouais, qui vient complètement. du centre-ouest de la France. Saumur. Et pareil, lui, quand il était petit, il allait souvent en montagne avec ses parents, mais un peu comme toi. Mais il vivait pas au pied des Ouais, montagnes, quoi. voilà. Et ouais, j'ai vu les films donc, que Dodd a fait avec Isabelle Autier, où Ouais. ils sont partis ouvrir en Antarctique et tout. Et ouais, c'est sûr que c'est hyper moteur, c'est hyper motivant pour un gamin de voir ça. C'est des images qui font rêver, les images qu'ils avaient ramenées étaient magnifiques. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire pareil. Enfin, clairement, tu vas partir en bateau, aller ouvrir des trucs, Bah ouais. c'est incroyable. Toi, tu peux skipper et Ah, moi, je peux skipper et grimper. et grimper, donc c'est pas mal. Et puis, ouais, après, dans le moderne, il y a Charles Duboulot, parce que j'aime beaucoup le style aussi qu'ils partagent avec Simon, par exemple, Ouais. où c'est vraiment de l'alpinisme d'exploration, tu vois. Ça tombe bien, vous pouvez retrouver tous les entretiens avec Lionel Daudet, avec Simon. Voilà. Tu parles de mecs que j'ai déjà interviewés, Voilà, donc c'est ça ça. tombe bien. Et ouais, je suis hyper honoré d'ailleurs d'être interviewé à la suite de mecs comme ça, parce que c'est quand même vachement classe. Mais il faut tout. Voilà. J'aime bien interviewer des mecs qui sont des alpinistes accomplis, Ouais. mais il faut se mettre aussi dans la peau. Bah, toi, tu as 20 ans, tu veux devenir guide de haute montagne. À quoi ça ressemble ton quotidien? Quelles sont les étapes pour y arriver? Ouais, bien sûr. En plus, toi, tu pars de zéro en ski, donc c'est marrant aussi, parce Ouais, que tu as un c'est un sport joli encore défi, ouais. à appréhender. Donc c'est cool, il faut tout, et je pense que les gens, ils peuvent. En tout cas, je pense que ça intéresse de savoir le quotidien et pas seulement que des grands champions des alpinistes professionnels, Ouais, parce c'est qu'ils sûr. sont aussi passés par là, quoi. Ouais, faut se Et, rendre compte de ce que ça veut dire aussi. Charles, par derrière, exemple, quoi. à la base, il Ouais. était coureur en ski alpinisme. Il Ouais, était ouais, en c'est équipe de France de ski un alpinisme. mec du collant pipette, ouais. Ouais, exactement. Et ouais, non, pour revenir à ça, ouais, l'alpinisme d'exploration, quoi, ça me fait beaucoup plus triper d'aller chercher une face vierge sur Exactement. un 6000 ou un Que 7000. d'aller s'empiler sur l'Everest ou à la Napurna. Ouais, ou ou même, tu vois, la performance, elle est dingue, ce que Benjamin Védrine a fait au K2. Ouais. Performance, c'est dingue, mais aller péter un chrono au K2, ça me fait pas rêver, Ouais. en tout cas beaucoup moins que. C'est ouais, le voyage et d'être. Voilà, c'est aller vrai ouvrir une que face. j'en avais dans parlé cette- avec Simon. D'ailleurs, j'ai appelé ça ma vidéo avec lui. C'est Ode à l'alpinisme d'exploration. Ouais, Parce qu'ils carrément, sont ouais. partis dans la région du Guashun-Kang. Ouais. Moi, ils sont reportés sur l'autre sommet dont j'ai perdu le nom. Le Hongshi, ouais. Le Hongshi, voilà. Et là où il n'y a personne, quoi. Au camp de base, il y Ouais, avait bien sûr. eux, il y avait Mathurin qui faisait la vidéo, et il y a leur cook, et puis basta, quoi. Et Ouais. là, t'es coupé du monde, et tu vas sur une montagne qu'il y a 3 cordées qu'on gravit. Ouais, et là c'est stylé. Stop, quoi. Et là c'est stylé. Ouais. Et c'est là où le bateau, effectivement, comme a fait Lionel Mm. Daudet, te permet d'aller en Antarctique, d'aller grimper dans des secteurs où tu peux accéder qu'en bateau. Donc il faut déjà savoir faire du bateau et pas forcément juste atterrir à l'aéroport et puis hop et aller t'empiler dans les sentiers d'accès à l'Everest où il y a, je pense maintenant, des centaines et des centaines de gens tous les jours. Bon, c'est Ouais, un peu ouais, la- complètement. Ouais. Bah après, tu vois, c'est souvent plein de projets. En fait, Ouais. quand je discute avec des jeunes qui préparent le proba ou qui sont aspi, en fait, on a tous plein de projets. La vraie difficulté qu'on a, parce qu'il faut aussi montrer les côtés un peu moins roses, hein, la vraie difficulté qu'on a, c'est elle est financière. Ouais. Aujourd'hui, les marques aiment suivre des athlètes qui sont accomplis parce que bah, pour leur image, c'est vachement bien et tout. Ce qui manque un petit peu, c'est des marques qui disent oui à des athlètes en mode bah, on va vous suivre un peu.
et on va vous aider justement à accéder à ces performances-là. Financièrement, c'est hyper compliqué, tu vois, de t'en sortir, surtout si tu fais des études et tout ça, bah, en fait, tu n'as pas le temps d'aller bosser, quoi. À un moment donné, il faut faire un choix. Si tu veux faire tes études, bah, derrière, soit tu es en montagne et tu prépares le proba, soit tu vas bosser. Donc, bon, toi, en tu même peux pas temps, faire les deux. avec tes études, ça pourrait bien se combiner, c'est-à-dire qu'à la sortie de tes études, tu pourrais, si tout se passe bien, commencer à guider et à gagner ta vie Ouais, en montagne, carrément, mais l'investissement derrière, tu vois, et puis même si tu as deux visions, tu as vraiment le guide qui emmène ses clients, et tu as aussi le guide alpiniste qui grimpe pour lui, tu vois. Et en fait, moi, aujourd'hui, j'ai pas fait un choix arrêté, tu vois. Mais je sais que j'adorerais pouvoir grimper pour moi, faire comme font Charles ou Simon, voilà. Et ils ont la chance d'être suivis par des marques qui leur permettent de grimper pour eux. Alpiniste professionnel. Alpiniste professionnel, vraiment le mot c'est professionnel. Alors après, c'est pareil, où est-ce que tu places l'alpinisme professionnel? C'est une question qui est ouverte, qui est un débat. Après, pour moi, si tu es guide, tu es alpiniste professionnel. Parce que tu emmènes un client dans des terrains alpins avec des techniques de progression et tu gagnes ta vie avec ça. En fait, alpiniste professionnel, c'est vraiment de gagner sa vie grâce à la médiatisation de ses ascensions. Ça a été inventé par René de Maison dans les années 60 déjà, où il vendait en exclu à Paris Match les photos de ses ascensions. Aujourd'hui, un mec comme Charles Duboulot, effectivement, il est vraiment alpiniste professionnel. Un mec comme Simon, il garde son travail de météorologiste à Grenoble. Et puis, ils sont aussi guides de haute montagne. Ils sont aussi guides tous les deux. Donc je pense que maintenant c'est un peu plus hybride et tu peux aussi et si tu veux parler un peu de ton autre passion qui est du coup tu veux devenir glaciologue si j'ai compris ce que tu m'as dit. C'est ça, et tu as une asso du coup dans ce sens-là, donc si tu veux je fais mes études donc à l'université Savoie-Mont-Blanc, études en sciences de la Terre. Donc après l'idée effectivement c'est d'aller faire un doctorat en glaciologie si tout se passe bien. Et puis tout fraîchement président du projet Demain c'est nous là, qui était invité d'honneur au FIFAF de La Rochelle en 2024. Donc où le concept c'est, pour résumer très simplement, de sensibiliser au changement climatique donc en milieu scolaire. Et on est parti d'une option à La Rochelle, créée en 2017, et aujourd'hui on est à 20 options, dont 9 à Chambéry. Voilà. Donc c'est des classes qui ont des options. Ouais, en fait l'idée c'est de proposer à terme, au niveau national, dans tous les établissements, aux élèves de pouvoir choisir une option climat, comme ils pourraient choisir une option théâtre, par exemple, voilà, ou une option art plastique, ou voilà, quelque chose comme ça. Et puis c'est une pédagogie qui est un petit peu différente, donc c'est pas juste un prof qui arrive et qui donne un cours aux élèves. En fait c'est vraiment une pédagogie par projet. Donc quand le prof arrive en début d'année, il n'a pas un programme. Il arrive et les élèves c'est aux élèves de dire ce qu'ils ont envie de faire. Et en fait, le prof est là pour les accompagner justement sur leur projet. Et les élèves apprennent en faisant eux-mêmes. Et en fait, c'est une pédagogie qui marche super bien, quoi. De toute façon, le résultat, voilà, quand tu fais toi-même, tu apprends beaucoup. Et tu développes en plus plein de compétences sur le travail en équipe, sur la communication, énormément de choses. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que les élèves s'épanouissent parce qu'ils font des projets qui les intéressent vraiment, parce que c'est eux qui les ont choisis. Donc voilà, un petit peu ma vie de aspirant guide, aspirant à l'école de guide. Voilà. À l'école de la vie. À l'école de la vie, aspirant à l'école de la vie. Je mettrai un lien du coup, j'imagine que tu as un site internet pour ton asso. Ouais, complètement. Vers tes réseaux sociaux aussi. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir fait le trajet jusqu'en Tarentaise pour en parler un peu, je pense que ça sera intéressant. Ouais. Et puis voilà, puis on se retrouvera peut-être en montagne si tu veux venir skier carrément. L'année prochaine. Avec plaisir. Faire de la grosse puff. Quand tu seras vraiment chômé en ski. Puff, Allez, ciao, merci beaucoup. Merci. J'espère vraiment que cette discussion avec Léo vous aura plu. Je vous mets le lien de son Instagram en description, vous pouvez aller le soutenir, lui donner de la force pour ce parcours long et difficile pour devenir guide haute montagne. En plus, il fait des récits de ses ascensions assez détaillés, assez cool avec de belles photos, donc je suis sûr que vous apprécierez son contenu. Et je le remercie encore d'avoir pris du temps d'être venu ici en Tarentaise pour faire cette interview, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire.